Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité aujourd'hui est Éric Thirouin, président de l'Association Générale des Producteurs de Blé et autres céréales. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on va parler de ces discussions sur l'accord entre l'Union européenne, les pays membres, et l'Ukraine pour continuer le soutien à l'effort de guerre ukrainien. Il y a eu le choix de faire entrer massivement des produits agricoles en Europe. Et Frank Riester, notre ministre du Commerce, expliquait que le blé ne peut pas être la variable d'ajustement au soutien à l'Ukraine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où en sont les discussions actuellement ? Alors les discussions, c'est au niveau européen et c'est vrai que c'est un petit peu un imbroglio puisque on a des positions du Parlement qui ont varié au fil des jours. Donc on a eu au final une position en plénière du Parlement européen qui a reconnu qu'effectivement il était indispensable de remettre des contingents à l'entrée de l'Europe, donc conformément à la déclaration de notre ministre du Commerce extérieur, Frank Riester. Par contre, ensuite, il y a eu une trilogue, c'est-à-dire une réunion entre à la fois les représentants de la Commission européenne, du Parlement européen et des États, où là, ils sont revenus complètement en arrière et pris une position inverse au Parlement. Ensuite, il y a eu une autre réunion avec uniquement les États qui est revenu en disant si, il faut remettre des contingents. Et donc là, on attend urgemment qu'il y ait à nouveau une trilogue et que tout le monde se mette d'accord sur quelque chose de cohérent. On voit en fait l'Europe qui hésite entre une position et une autre. Et donc ces hésitations, sont graves. Je pense qu'il faut avoir des idées claires et je pense que la position plénière du Parlement européen est la bonne. C'est celle qui dit que effectivement, nous on souhaitait une référence. Si on a 2 minutes, juste... Bien sûr, il faut expliquer aux auditeurs exactement ce qu'il en retourne. En fait, avant la guerre déclarée par la Russie à l'Ukraine, il y avait jusqu'à 1 million de tonnes de blé en Europe. Mm-hmm. Au-delà d'1 million de tonnes, il y avait une taxe de 98 € la tonne. Donc sur un blé qui en vaut en ce moment 150, qui en valait un autre moment à 200, on voit que c'est une taxe vraiment importante. C'est fait un frein. Et donc c'était relativement plafonné à 1 million de tonnes. En fait, à l'heure où je vous parle, il y a déjà 6 millions de tonnes qui est rentré de l'Ukraine en Europe, puisque pendant la guerre, pendant cette guerre, il a été décidé de supprimer cette taxe et donc ce contingent. C'était normal et légitime, moi je le reconnais, puisqu'il y avait plus de capacité pour l'Ukraine d'exporter via la mer Noire, et donc ils étaient obligés de passer par l'Europe pour pouvoir exporter leur blé. Mais aujourd'hui, en fait, la mer Noire refonctionne. L'Ukraine arrive à exporter comme avant la guerre via la mer Noire. Et donc, cette souplesse qui a été faite de passer par l'Europe n'a plus lieu d'être. Et donc, aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que ça déstabilise complètement les marchés, puisque, effectivement, ce blé ukrainien arrive à un coût de revient bien inférieur à celui de l'Europe. Les fermes sont beaucoup plus grandes. Les moyens de production, les rendements, en fait, sont inégaux par rapport à nous. Et donc, du coup, on demande qu'on puisse revenir, comme avant la guerre, à un contingent d'1 million de tonnes. Oui. L'Europe a dit, le Parlement européen a trouvé une cote mal taillée, si je puis dire, entre ces 1 million de tonnes qu'on réclamait et les 6 millions de tonnes d'exportation actuelles, en disant il faudrait trouver une moyenne entre 2021, 22, 23, qui correspond à peu près à 3 millions de tonnes. Bon, ça nous semble un compromis, on est en situation effectivement délicate, donc pourquoi pas prendre cette moyenne 21, 22, 23. La Commission est en trilogue, ils ont dit nous on prend une moyenne 22, 23. Ouais, où il y avait déjà beaucoup plus de blé qui rentrait en Europe. Mais donc là, ce qu'on voit en fait de ce que vous dites, c'est qu'il y a une opposition assez claire entre les États européens qui sont contre cette entrée massive du blé ukrainien. On voit la Pologne notamment, la France, etc. Et la Commission européenne qui veut absolument aller contre l'avis des États. C'est un peu ça qui leur sort dans ces discussions de trilogue. Oui, ça tergiverse beaucoup avec des choses. Parfois, on n'arrive pas toujours à comprendre les positions qui bougent et les positions qui sont faites en disant on va pas mettre un contingent, mais on va mettre un autre système. Sauf que l'autre système, on le voit pas venir. Donc, je pense que ça tergiverse pas mal.
Il me semble que au niveau de l'État français, il y a eu aussi pas mal d'hésitations. Aujourd'hui, et vous voyez la déclaration du ministre du Commerce extérieur, je pense qu'aujourd'hui, la position est stabilisée et effectivement, ce que l'on demande est repris par le gouvernement français. Et ça, vous avez eu des discussions avec le ministre Franck Riester sur ce cas des céréales, parce que elles ont été mises de côté dans les négociations. On a parlé des œufs, des poulets, d'autres produits, mais clairement, volontairement, les céréales ont été écartées des négociations. Absolument, elles avaient été écartées et donc on a pu discuter avec notre ministre Franck Riester, mais aussi avec Marc Fesneau, et donc tous les deux sont intervenus au niveau européen pour qu'effectivement la dernière commission qu'on appelle Coreper, enfin bon voilà, où les États étaient, est une position ferme effectivement pour réintégrer les céréales et avoir une bonne période de référence. Et à quelle date l'accord doit être entériné au niveau européen ? A priori, les discussions auront lieu encore la semaine prochaine. J'espère que lundi, la fumée sera sortie, comme on dit, la fumée blanche. Mais dans la mécanique dont on parle, c'est une application a priori pour début juin. D'accord. Donc effectivement, début juin. Aujourd'hui, le rythme des importations est de 600 000 tonnes à peu près. Et du 1er janvier à fin mai, ça fait 5 mois. 5 fois 6, ça fait 3 millions de tonnes. Donc ça correspond à peu près à ce que ils sont en train de décider si ce que l'on demande est bien acté. Ouais. Et une autre question, on voit Emmanuel Macron devenir le fer de lance du soutien à l'Ukraine en Europe, vouloir aussi l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Qu'est-ce que ça signifie, cette procédure presque accélérée, l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, compte tenu de ce marché agricole, du poids agricole des exploitations ukrainiennes? On parle de méga exploitations. Est-ce que là, il y a une réflexion aussi au niveau du gouvernement sur ce que contient en fait en réalité une entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne et donc dans la PAC et donc dans le marché aussi européen? Je pense que la première inquiétude de l'État, c'est celui de la sécurité de l'Europe et notre sécurité donc à nous en France. Et donc je pense que c'est l'intégration sous un angle de sécurité et d'avenir politique. Nous, de notre côté, sur le plan des organisations agricoles, effectivement, on a commencé déjà depuis la guerre, en fait, à regarder toutes les conséquences. Les conséquences sans modification de la PAC et en l'état et sans restriction seraient complètement déstabilisantes, bien évidemment, pour l'Europe, puisque la capacité de production agricole de l'Ukraine est considérable et les moyens de production n'ont rien à voir avec les nôtres, y compris les normes environnementales, enfin bref, tous ces sujets qui nous incombent. Donc ça nécessiterait beaucoup d'adaptation, beaucoup de mesures de transition pour que ça puisse se faire. Donc en l'état actuel, je dirais que c'est très inquiétant pour les agriculteurs. Mais je pense qu'on se doit quand même de voir plus loin, à plusieurs années, peut-être à 10 ans, puisque c'est un peu le sujet, quand on intègre, même s'ils disent que ça soit accéléré, on sait que ça prend quand même énormément de temps d'entrer dans l'Europe. Et donc à 10 ans, il faut aussi se poser la question, si l'Ukraine passait en Russie, je pense qu'à l'heure où on parle, on ne sait pas l'issue de cette guerre véritablement. On sait aussi que l'Ukraine additionnée à la Russie, en termes de puissance agricole, la déstabilisation serait également considérable. Et je pense que la Russie a aussi ça dans sa réflexion. Et donc, il y a des dangers des deux côtés. Et je pense que c'est plus facile de gérer sans doute en maîtrisant les choses au sein de l'Europe que bien évidemment d'autre côté, sans parler, parce que c'est quand même la chose la plus importante, des Ukrainiens eux-mêmes. Les Ukrainiens eux-mêmes, je pense que qu'on soit agriculteur ou pas agriculteur, on doit d'abord penser à cette situation humaine effroyable qui est une guerre et du devenir de la liberté de chacun de son propre pays, qu'il ne faut pas oublier. Alors, au-delà de la guerre en Ukraine, on a vu autour du Salon de l'agriculture et depuis une colère des agriculteurs qui ne faiblit pas. Il y a de nouveau des actions dans le sud de la France. On a toujours des questions en suspens. Est-ce que la colère va reprendre de plus belle
agricole. Est-ce que ça ne va pas assez vite du côté du ministère de l'Agriculture? Et malgré l'implication de Gabriel Attal, qui avait essayé d'être là, d'être présent avec cette mise en scène sur une botte de foin, etc., est-ce que là, il n'y a pas eu un peu de manipulation de la part du gouvernement pour dire que tout allait être réglé très rapidement? En réalité, les agriculteurs attendent toujours des actions. Oui, la colère n'a pas faibli, hein. Elle est toujours là. Elle s'exprime un peu différemment en ce moment, hein, de façon parodique, d'un coin à l'autre de la France, mais partout. Parce que effectivement, il y a eu beaucoup d'annonces qui correspondaient à une grande partie de nos demandes, pas toutes nos demandes. Toutes nos demandes n'ont pas été satisfaites dans ce qui a été annoncé. Mais effectivement, ce qui nous rend encore plus énervés, c'est que ces annonces, en fait, ne sont pas traduites dans les faits encore. Alors, on entend le gouvernement disant patience, patience, ça va arriver. Certes, mais j'entendais tout à l'heure dans vos titres citer effectivement mes collègues du Sud qui disent que toutes les aides ne sont pas versées. Ben non. Alors, l'annonce concernait les aides du premier pilier, mais effectivement, les aides du premier pilier de la PAC, toutes les aides ne sont pas versées alors qu'elles devaient l'être au 15 mars et que le 15 mars est dépassé. Donc c'est ce genre de choses entre la promesse et la réalité où il y a encore un gap, même si on constate, hein, il faut le reconnaître, il y a eu des annonces concrètes qui ont été été organisées, mais pas tout. Et donc c'est là où nous, moi je me souviens du Premier ministre qui avait dit vous n'avez pas besoin de déclaration d'amour, mais de preuves d'amour. Bien, on a eu les déclarations et maintenant on attend toutes les preuves. Alors justement, cette colère agricole a quand même changé les choses. On a vu les sénateurs hier refuser d'entériner le CETA, cet accord commercial entre la France et le Canada, qui pourtant était provisoirement appliqué dans l'attente de la ratification. Il y a la question du Mercosur aussi. Enfin, tous ces grands traités d'échange et de libre-échange transatlantistes sont en train d'être revus et corrigés. C'est ce qui a vraiment changé, je pense, avec cette colère des agriculteurs. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du choix des sénateurs hier de remettre en cause, ou du moins en négociation, le CETA? Et vous savez, en fait, sur chaque accord, il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui perdent. Dans le CETA, c'était divers. Dans le Mercosur, c'est clair qu'on y perdrait clairement tous. Le problème qui est posé, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il y a des accords de libre-échange qui sont discutés de l'Europe avec l'ensemble des pays, c'est de dire, bien voilà, ok, on ouvre tout. Et on ne tient pas compte qu'il y a des contraintes réglementaires qui sont appliquées sur les agriculteurs européens qui ne sont pas appliquées dans les autres pays du monde. On est dans le secteur, tout le monde le sait, où on a la préservation de l'environnement, où on a l'agriculture la plus durable au monde en Europe. Et donc, par conséquent, si on ouvre sans contrainte, sans clause miroir, sans limitation, bien évidemment, on accentue les distorsions de concurrence et on affaiblit l'agriculture européenne, conduisant inexorablement ouverture après ouverture à des marchés qui sont en fait avec des importations moins chères que ce qu'on est capable de produire. Résultat, en fait, c'est une réduction de notre capacité de production, une réduction de l'économie, une réduction du nombre d'agriculteurs en Europe au profit de l'extérieur. C'est pour ça qu'on a eu un ministère dont le nom a changé il y a 2-3 ans, où on est ministère d'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Le sujet, il est là. Est-ce que on veut avoir une souveraineté, une capacité de produire sur notre territoire ce dont on a besoin, ou est-ce que on ouvre nos frontières et peu importe si c'est au détriment des agriculteurs de notre Europe et de notre France. C'est un peu le même sujet tout à l'heure dans une situation particulière avec la guerre en Ukraine. Voilà, il y a un moment donné, il faut trouver un équilibre, mais ça peut pas être au détriment. Comme le disait, je le reprends, les propos du ministre Riester, l'agriculture ne peut pas être la variable d'ajustement dans tous ces accords au profit d'autres choses. C'est important qu'on puisse garder notre souveraineté alimentaire. Oui, merci beaucoup. Pourtant, Franck Riester, hier, défendait le CETA, expliquant qu'on avait intérêt quand même, notamment pour les mines de lithium et autres, cet accord permettait de rapprocher les deux économies. Oui, mon propos est pas de dire il faut fermer les frontières.
mon propos n'est pas de fermer les frontières. Je pense que, par exemple, en céréales, nous exportons. Donc, évidemment, si on est ouvert vers l'extérieur pour exporter, il faut aussi qu'on soit ouvert vers l'importation. Mais il ne faut pas le faire de façon aveugle et sans regarder les distorsions de concurrence qui sont entre nos différents pays. Et donc, ces distorsions de concurrence doivent être intégrées dans les accords, s'il y a des accords, que ça soit des contingents, comme on l'a dit tout à l'heure, ou d'autres choses. Je pense que la souveraineté alimentaire ne veut pas dire l'autarcie, au contraire, loin de là. mais une capacité de peser et d'exister. Merci beaucoup Éric Thirouin d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes président de l'Association générale de producteurs de blé et autres céréales. Merci, à tout de suite pour Sud Radio pour la suite de l'émission. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve.